Salut à tous, c'est Day One. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un univers dont j'ai parlé très peu sur la chaîne. Alors, juste avant de lancer vraiment la vidéo, j'avais un truc à vous dire. Récemment, il y a Comics et Calembour, un des membres du crossover ultime, le Discord sur lequel je suis, qui a lancé un projet que je trouve absolument incroyable qui s'appelle Euro Comics Raid. Et en fait, une entreprise qui va vous permettre de grader vos comics en Europe. Évidemment, du coup, ça se base en France. Et pour le coup, c'est vraiment un projet que je trouve trop cool parce que ça permet d'être une alternative à CGC notamment. Et du coup, ça nous permettrait en France notamment de pouvoir faire grader nos comics, ce que j'attends depuis vraiment très longtemps. Donc si c'est aussi votre cas, n'hésitez pas à aller sur sa page Ulule pour soutenir son projet. En fait, j'ai fait qu'une vidéo dessus il y a pas mal de temps, c'est l'univers d'Alien. Et c'est vraiment un de mes univers préférés. J'adore vraiment cet univers. Je le trouve vraiment hyper cool. Et en fait, Alien 1 et 2 font clairement partie de mes films préférés. Genre, ils sont au minimum dans le top 25 de mes films préférés. C'est des films que j'adore et de manière générale, je trouve l'univers hyper intéressant. Mais en fait, le vrai problème de l'univers Alien, et ce depuis des années en fait, c'est que l'univers Alien, il stagne depuis vraiment très longtemps. Et quand je dis il stagne, c'est-à-dire qu'il se contente juste raconter les mêmes histoires tout le temps, encore et toujours, avec la même narration, la même façon de raconter les histoires, les mêmes environnements, les structures des récits sont toujours les mêmes, etc. Et en fait, du coup, ça en devient hyper lassant. Et surtout, c'est vraiment dommage parce que l'univers Alien, c'est vraiment un univers qui, en tout cas à mon sens, a vraiment du potentiel à être développé, à vraiment enrichir son lore et vraiment aller encore plus loin. Ça pourrait vraiment devenir un grand univers de SF. Malheureusement, je pense que le fait que ce soit une licence transmédia, du coup, entre films, livres, comics, et il y a aussi des livres audio. Bref, en fait, ça fait que personne ose prendre de risques. Et donc, du coup, il y a quelque temps, Alien a été racheté en même temps que Predator aussi par Disney. Et du coup, forcément, Marvel c'est Disney. Donc, en fait, on allait avoir droit à une nouvelle série de comics sur Alien. Et pour le coup, cette série de comics est dispo en 3 tomes en France et le run est terminé. C'est écrit par Philip Kennedy Johnson et du coup, c'est de ça dont je suis venu vous parler aujourd'hui. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai trouvé ça à la fois très bien et à la fois peut-être un peu moins bien que ce à quoi je m'attendais. Parce que du coup, en fait, il faut savoir un truc, c'est que les autres médias, donc hors film de Alien, ne m'ont jamais pleinement convaincu. En fait, il y a des bonnes histoires, souvent il se passe des trucs intéressants, mais de manière générale, il n'y a jamais eu vraiment de moment où je me suis dit, waouh, c'est vraiment une histoire incroyable et que ça m'a pleinement convaincu, où je me suis dit, ça c'est une histoire que je peux recommander. Et pour le coup, ce Aliens de Philip Kennedy Johnson, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je peux le recommander, même si je trouve que c'est pas non plus le truc du siècle, ça reste vraiment très bien. Tant qu'à parler d'autres médias, je vais en profiter pour en parler sur cette vidéo, mais il y avait vraiment une série de comics Alien qui vraiment me donnait espoir et je pensais vraiment que ça allait être incroyable. C'était Alien, le feu et la roche. C'est sorti notamment chez Vestron et en fait, c'était une saga qui voulait à la fois réunir l'univers d'Alien, de Predator et aussi des ingénieurs et faire une espèce de saga cohérente et globale. Et je m'attendais vraiment à voir des trucs de fou, à avoir un développement de lore incroyable et je sais pas, par exemple, à voir la planète des aliens ou à voir, peut-être, encore plus sur leur cycle de vie, voir leurs liens avec les ingénieurs ou avec les prédateurs. En fait, je m'attendais vraiment à quelque chose de global, quelque chose qui allait vraiment nous révéler plein de trucs, en fait. Et au final, pas vraiment. En fait, c'est globalement une histoire plutôt sympathique, mais en fait, elle a les mêmes problèmes que ce que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en gros, on a zéro avancée niveau lore ou quasiment, à part la fameuse explication de la boue noire qu'il y avait du coup dans Prometheus. Et au final, en fait, les aliens étaient même pas si présents que ça. Je sais pas comment expliquer, mais vraiment, la saga promettait énormément de choses et elle a pas vraiment répondu aux attentes, en fait, tout simplement. Et c'est vraiment dommage parce que c'est une saga qui promettait énormément. Mais voilà, comme j'ai dit, avec le rachat de la Fox par Disney, on peut vraiment s'attendre à quelque chose d'ambitieux pour Alien, quelque chose qui, du coup, pourra aller sur le long terme, car de manière générale, Marvel a forcément de meilleurs scénaristes, on aura aussi également une meilleure liberté et une meilleure cohérence de l'univers en fait. Et on pourra surtout écrire sur le long terme en étant sûr que la série pourra continuer si c'est de la qualité. Et pour le coup, il y a vraiment un vrai espoir pour l'univers de manière générale et je parle pas juste du run de Philip Kennedy Johnson dont je vais parler. On va voir comment ça va se passer. En tout cas, pour cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais aborder chaque tome un par un parce que tout simplement, chaque tome est indépendant les uns des autres. C'est-à-dire qu'il y a des implications de chaque tome dans chaque tome, mais de manière générale, si je ne serait-ce que vous donne le résumé, ça va pas du tout vous spoil. En fait, c'est le tome 1, 2, 3 sont indépendants, même si ils enrichissent l'univers à leur manière et racontent une histoire un peu globale, mais en même temps pas vraiment. C'est un peu compliqué à vous expliquer. En fait, il faut lire pour le savoir. Ah oui, et dernière chose avant de me lancer dans le récit.
Les covers, de manière générale, sont vraiment incroyables. Allez voir les covers sur internet en VO, c'est vraiment des dingueries. Il y a vraiment des covers qui sont splendides. Bref, Aliens par Philip Kennedy Johnson et Salvador Larroca, c'est parti. En 2200, bien que toutes les rencontres précédentes avec la forme de vie extraterrestre connue sous le nom de xénomorphes se soient terminées dans un bain de sang, la compagnie Weyland-Yutani n'a jamais renoncé à dompter ces dangereuses créatures pour son programme d'armement biologique. Sur la station orbitale Epsilon, la corporation même a réussi à créer une véritable pépinière à partir d'un embryon prélevé dans le corps d'un employé, Gabriel Cruz. Plusieurs années après cette opération, Cruz est revenu sur Terre pour y coller une retraite paisible, espérant oublier les horreurs du passé et surtout renouer avec son fils. Il ne s'imaginait pas être contraint de repartir aussi vite sur la station où l'enfer s'est installé en son absence. Là-haut, la vie d'un être cher est en danger et Cruz devra vivre un nouveau cauchemar où les monstres les plus dangereux ne sont peut-être pas les xénomorphes. Quelque chose de plus ancien et de plus sombre tapis dans les ténèbres attend patiemment son heure. Bon, première chose à dire sur ce tome 1, c'est qu'il se passe très tard dans la chronologie Alien en 2200. Donc en fait, c'est 78 ans après le premier film Alien. Mais c'est pas non plus aussi loin que Alien 4 qui se déroule lui en 2379. Pour le coup, Alien 4 dans la chronologie, il est vraiment excessivement loin. Donc bon, le jour où on le rattrapera, c'est qu'il se sera vraiment passé énormément de choses. Du coup, comme dit dans le résumé, en fait, on suit un père qui va tenter de récupérer son fils sur une station remplie d'aliens. Le perso principal a vraiment une importance dans le lore d'Alien qui est vraiment importante en fait pour le coup. Et je trouve que ça c'est vraiment un coup de force de la part de Philip Kennedy Johnson. Il arrive, il installe un personnage qui, dans le lore global de Alien, au niveau de la chronologie, aura une importance de fou. À ce jour, c'est impossible de savoir à quel point ce personnage aura une importance énorme, mais déjà actuellement, même s'il mourait dans le prochain comics, il aurait déjà une énorme importance. Première chose aussi, la page d'intro, c'est une masterclass. Je ne peux pas vous la montrer parce que c'est du spoil, mais elle est pleine de mystères, de suspense, de tension. Elle montre plein de trucs, des possibilités. En fait, c'est un espèce de flash forward dans le futur. En fait, je sais pas vraiment, mais pour le coup, ça fonctionne vraiment trop bien et ça donne vraiment envie de lire la suite et surtout envie de voir la suite de l'univers Alien. Et premier constat de ce comics, c'est que tout ce qui se passe dans les films, globalement, c'est pour que Weyland Yutani arrive enfin à récupérer l'alien et arrive enfin à en faire une arme biologique. Et bien dans ce comics, ça y est, l'alien a enfin réussi à être utilisé par la Weyland Yutani. C'est vraiment le postulat de départ. Et déjà, dès le début, c'est un postulat de départ incroyable qui fait que c'est déjà recommandable en fait comme récit. On a déjà une avancée dans le lore et on arrête de stagner à raconter juste des histoires de personnes qui se font tuer par les aliens. Dès le début, on a des vrais enjeux, des vrais trucs politiques avec la Weyland-Yutani et notamment les Nations Unies dont je vous parlerai tout à l'heure. Vraiment, ça fonctionne super bien, c'est hyper cool. Quand on débarque le récit, il y a aussi un autre truc qui nous saute aux yeux, c'est que l'univers semble avoir vachement évolué dans le temps, en gros, et ça, c'est vraiment hyper important. Et aussi, ça va quand même pas mal loin niveau développement de lore. Dommage que la suite, du coup, soit d'autres histoires, comme je vous ai dit, qui sont des histoires un peu plus annexes, et qu'elles soient pas, du coup, dans une continuité directe. J'aurais vraiment préféré que le tome 2 et 3 soient des continuités directes, où on reprend l'action directement après le tome 1. Et pour le coup, c'est dommage parce que Philip Kennedy Johnson, avec ce tome 1, il a posé de vraies bases solides pour étendre l'univers, avec notamment une nouvelle hiérarchie des aliens qui est revue à jour. Ça, c'est un truc qui me passionne, et je trouve que c'est un des trucs les plus intéressants de l'univers Alien. Et pour le coup, dès le début, Philip Kennedy Johnson, il met les pieds dans le plat et il redéfinit la hiérarchie Alien. En tout cas, il semble le faire, on n'en est pas vraiment sûr. Et ça, c'est vraiment, vraiment hyper pertinent. À part ça, il y a un vrai travail sur les personnages, niveau psychologie et trauma dû à la rencontre de l'alien. C'est classique, c'est ce qui se fait dans les films, c'est ce qui se fait aussi dans les livres ou dans d'autres comics. Mais ici, ça fonctionne plutôt bien parce que Philip Kennedy Johnson est juste un bon scénariste en fait. Il sait bien écrire ses personnages. La relation aussi père-fils conflictuelle fonctionne plutôt bien et traite bien notamment de l'absence du père dû au fait qu'il était dans l'espace. Ça permet du coup de voir, avec une humanité qui évolue à la fois dans l'espace et sur Terre, voir comment les liens des gens peuvent se briser à cause de la distance, du fait que bah et forcément on est dans l'espace quoi. Alors au niveau des dessins, c'est Salvador Larroca. Et je sais que Salvador Larroca, c'est pas vraiment le dessinateur que tout le monde aime. Mais là, pour le coup, je trouve qu'il dessine super bien les aliens, c'est hyper cool. Visuellement, ça tabasse. Les aliens sont trop bien dessinés. Mais par contre, du coup, ces visages humains sont toujours bizarres. Mais par contre, ces aliens sont parfaits. Et je trouve que, à titre personnel, je préfère avoir des aliens parfaits et des visages un peu moins beaux que l'inverse. Les scènes d'action sont également très bonnes et jouent bien avec le côté horrifique de l'univers d'Alien, notamment dans le découpage, ça fonctionne vraiment bien. À part ça, l'histoire est relativement classique entre guillemets. Soit
on oppose des humains aux aliens dans un environnement confiné avec une personne à sauver et un truc à récupérer important. Ce qui est vraiment intéressant, c'est le développement de l'or qu'il y a derrière au final. On a un propos politique qui est plutôt cool et intéressant d'ailleurs au niveau de la Weyland-Yutani. De manière générale, ça fonctionne plutôt bien. Et on a évidemment la relation entre les humains et les androïdes qui est encore abordée, encore une fois, d'une manière différente par rapport au film, par exemple. Et ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Pour le coup, la relation entre un humain particulier et un androïde particulier dans le tome 1 fonctionne super bien. Et dernière chose qui pour moi est une des plus intéressantes de ce tome 1, c'est qu'il y a un vrai côté symbolique à la peur qu'inflige l'alien et à son importance dans l'univers en fait. Et d'ailleurs, en fait, dans le comics, et c'est ça que je trouve vraiment incroyable, il y a une théorie sur les extraterrestres qui est reprise de la vraie vie en fait. En gros, dans notre réalité à nous, si je me trompe pas, et dites-moi dans les commentaires si je me trompe parce que pour le coup je m'y connais vraiment pas, mais il me semble qu'il y a plusieurs théories qui expliqueraient pourquoi en gros avec un univers infini, on n'a jamais vu d'autres espèces vivantes en fait. Et du coup, si je me trompe pas, les scientifiques ont plein de théories et il y a une de ces théories qui est particulièrement horrifique, qui est reprise du coup dans le comics et qui fait de l'alien le centre de cette théorie. Et franchement, ça fonctionne trop, trop bien. C'est hyper intelligent et ça donne une importance à l'alien, en fait, dans l'univers alien. Ça peut paraître un peu bête, mais dans l'univers alien, il n'y a pas que l'alien. Il y a notamment les humains qui ont une importance et la Weyland-Yutani est vraiment énorme. En fait, l'alien, ça semble être comme une espèce de branche, en fait, de la Weyland-Yutani presque. Et là, en fait, l'alien devient vraiment hyper pertinent et surtout, ça rend la première rencontre avec l'alien incroyablement importante, en fait. Vraiment, je peux pas vous l'expliquer, mais je vous jure, c'est incroyable. Bref, passons au tome 2. L'humanité s'est développée dans tout le système solaire. La civilisation humaine est sur le point de faire face à la pire menace possible. Mais que peuvent faire de simples fermiers face à des xénomorphes, ces parfaites machines à tuer? Après ce tome 1, où Philip Kennedy Johnson avait donc réussi à développer le lore de l'alien, revoir sa hiérarchie, etc., il va se concentrer sur une histoire un peu plus terre à terre, mais surtout avec ses personnages au centre de l'histoire. En fait, on va suivre une petite communauté qui a une religion un peu particulière et qui s'est retrouvée en fait à devoir terraformer une planète. Et en fait, cette terraformation est arrivée au bout et du coup, selon l'accord qu'ils ont avec les Amériques Unies, la planète leur appartient. Et donc, on arrive en fait à ce fameux moment où, ça y est, tous ces religieux, tous ces pieux, ils ont enfin leur planète à eux. Évidemment, et l'alien va arriver malheureusement, et du coup, il va se passer des trucs. On retombe du coup dans le schéma classique des histoires de aliens, mais encore une fois, c'est Philip Kennedy Johnson qui écrit, donc le postulat de départ est intéressant, et en fait, il écrit bien ses personnages, son histoire est bien ficelée, donc ça fonctionne. Il y a toujours Salvador Larroca au dessin, donc même critique que pour le premier tome au niveau des dessins. On a un décor qui est assez original en fait pour accueillir l'alien parce qu'en fait, on est plus proche du western. Et en fait, donc, on a une histoire classique avec une touche d'originalité. Aussi, la religion, vous l'aurez compris, est vraiment au centre de l'histoire. Et notamment la relation en fait entre la religion, les religions de manière générale et l'alien en fait. Il y a vraiment une espèce de corrélation entre les deux qui fonctionne super bien. C'est pas hyper poussé non plus, mais c'est vraiment très cool. On a des colons du coup qui sont très pieux avec un vrai travail du coup sur tout le groupe religieux et comment en fait l'alien va débarquer dans tout ça et va évidemment foutre le bordel et ça va à la fois remettre en cause leurs croyances mais aussi du coup les mettre en danger physiquement, hein. Évidemment, il y a des gens qui vont mourir, hein. Globalement, on a de bons personnages qui marchent plutôt bien, on a de la bonne action, de la bonne horreur aussi, encore une fois, Salvador Larroca a plutôt un bon découpage. On a en fait un vrai survival qui fonctionne plutôt bien. Ça se passe du coup 2 ans plus tard par rapport au premier tome. Ça n'a pas forcément d'importance, en tout cas pas que je me souvienne. Ça fait un tout petit moment quand même que j'ai lu les comics, mais je crois pas qu'il y ait de rapport entre les deux. La vraie force du coup du comics, comme je l'ai dit, c'est les personnages et leurs interactions. Et pour rajouter en fait une touche d'originalité à ce survival, en fait ces fermiers, ils ont très très peu d'armes en fait. Et encore moins des armes efficaces, ce qui rend le combat encore plus tendu contre l'alien et redonnant en fait une espèce d'aura à l'alien plus menaçante par sa présence que par son nombre en fait. Depuis quelque temps, l'alien, on sait qu'il est dangereux individuellement, mais c'est surtout en tant que groupe qu'il est dangereux. Parce que depuis qu'on a introduit le fait qu'on peut leur tirer dessus et les tuer, forcément, dès qu'il y a un groupe d'humains armés et qu'il y a un groupe d'aliens, bah, ça va dans les deux sens. Les deux camps s'entretuent. Mais là, avec des armes comme des arcs, des haches, des pieux, enfin, ils ont vraiment rien. Les pauvres fermiers, et du coup, bah, le combat est vraiment galère et ça redonne en fait, comme je dis, cette espèce d'aura à l'alien de menace ultime, même quand il est tout seul. Et il y a quelque chose de vachement important, c'est qu'on a des liens avec les livres audio aliens qui sont faits.
Alors pour le coup, c'est un truc que fait Philip Kennedy Johnson, c'est que il va essayer de raccrocher pas mal de wagons du lore et quel que soit en fait le média, que ce soit les films, que ce soit les comics, que ce soit les romans ou que ce soit les livres audio. Et pour en savoir plus, je vous conseille vraiment un truc, c'est d'aller sur la chaîne de Nel Durion. C'est lui d'ailleurs qui m'a donné envie de lire cette série de comics parce que au début, j'étais pas forcément hyper chaud d'y aller, j'attendais un peu d'avoir des retours. Nel Durion, c'est un youtubeur français qui parle notamment de comics et vraiment, ses vidéos sur l'univers Alien et aussi sur les 2 premiers tomes, actuellement, il n'a pas encore sorti sa vidéo sur le tome 3 ou à l'heure où je fais cette vidéo, sont vraiment excellentes. Je vous conseille vraiment d'aller voir ses vidéos. Il s'y connaît vraiment sur l'univers Alien et il en parle vraiment en détail dans la chronologie, et cetera. Si vraiment vous êtes intéressé par cet univers, allez voir ses vidéos, je vous les mets dans la description. Des hommes, des machines et la pire créature de tout l'univers. Un groupe de synthétiques s'est éloigné des hostiles humains pour former une colonie sur une lune lointaine. Mais des soldats humains viennent recruter les machines. Le groupe hésite à accepter la périlleuse mission car 2 cas de figure sont possibles. Soit ils réussissent à rétablir des relations pacifiques avec les humains, soit ils sont trahis par les hommes. Donc voilà, nouveau tome, nouvelle histoire, encore un nouveau statu quo et on repart avec des nouveaux personnages. C'est encore une histoire indépendante, et mais encore une fois, c'est une réussite et malheureusement, c'est la fin du run de Philip Kennedy Johnson. Mais pour le coup, ce tome reprend pas mal les préceptes du premier tome, surtout sur la fin, pour en fait essayer de faire un lien qui fonctionne assez bien, mais reste assez flou. En fait, Philip Kennedy Johnson, avec ses 3 tomes, il a fait un espèce de premier cycle. Il a un peu remis en avant l'univers Alien, il a posé de nouvelles bases et en fait, il laisse aux autres scénaristes qui vont arriver après la possibilité de les développer. Et ça, c'est vachement intéressant. C'est un truc que le tome 2 faisait pas vraiment, mais ce tome 3, il met un moment à le faire, mais il le fait notamment sur la fin. Il y a une espèce de plot twist, une révélation qui du coup donne vraiment l'eau à la bouche. On a vraiment trop envie de voir la suite. Je trouve que de manière générale, c'est les meilleurs personnages qui nous sont présentés dans ce tome 3 de la trilogie, clairement. Ces androïdes, ce groupe d'androïdes est vraiment ultra intéressant. Évidemment, ils vont se retrouver face à des aliens et on a du coup enfin une vraie adversité pour les aliens. C'est vraiment intéressant parce que c'est l'opposé total du tome 2 qui mettait des adversaires faibles entre guillemets face à l'alien pour le rendre fort. Là, c'est l'inverse. Les androïdes, ils sont hyper forts, les aliens sont hyper forts et du coup, la confrontation est vraiment sanglante, ça part dans tous les sens et c'est vraiment hyper cool et surtout, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans l'univers Alien. Ici, même si l'horreur reste au centre du récit, l'action y prend une part plus importante et surtout, elle est beaucoup plus débridée que dans la plupart des récits aliens ou des films que j'ai pu voir. Ensuite, donc, ce groupe d'androïdes face à des aliens, ça fonctionne vraiment bien. L'histoire, encore une fois, est classique, mais vraiment écrite solidement, et donc ça fonctionne. On a des combats excellents, on a un rythme excellent, et on a de très très bons dessins, très dynamiques, avec des persos vraiment émotifs, ça fonctionne vraiment. C'est pas Salvador Larroca qui s'occupe des dessins sur ce tome 3, mais pour le coup, la personne qui prend le relais fait vraiment un super taf. C'est pas forcément dans la continuité niveau visuel, ça ressemble vraiment pas au style de Salvador Larroca, mais même en changeant complètement de style, ça fonctionne toujours aussi bien, et de manière générale, c'est un peu l'avantage de l'univers Alien, il est très polyvalent. Donc du coup, Philip Kennedy Johnson va vraiment partir avec les honneurs après avoir écrit un truc sur Alien qui tient vraiment la route et qui permet d'ouvrir des portes jusque-là jamais ouvertes, ou en tout cas depuis très longtemps. À voir qui prendra la suite. J'espère que ce sera un scénariste talentueux qui pourra continuer à développer le lore et surtout à prendre des risques. Ma vidéo s'appelle Alien, la prise de risque. C'est vraiment pas pour rien. Je considère vraiment que la plupart des gens qui travaillent sur Alien sont hyper frileux avec la licence et en fait, ils ont vraiment peur d'y toucher, peur de la bousculer et il faut vraiment faire quelque chose. Et dans le tome 1, je parlais de la relation entre les humains et les androïdes qui était bien développée, mais c'est vraiment dans ce tome 3 où c'est vraiment le mieux développé. On comprend vraiment à quel point les ressentis des uns et les ressentis des autres jouent dans leur relation, à quel point les 2 sont une espèce de tout commun. Vraiment, tout fonctionne vraiment bien. Il y a vraiment une exploration très profonde de ce que ressentent les humains pour les androïdes et ce que ressentent les androïdes pour les humains. Avec ce groupe d'androïdes ici, ça fonctionne vraiment super bien. Il y a vraiment tout un arc narratif avec notamment un personnage humain qui fonctionne super bien. C'était vraiment un pur régal. À part ça, de manière générale, dans le tome, on a des moments assez surprenants. Il y a de vraies surprises qui sont aussi émouvantes et très violentes, qui font vraiment leur effet. Ça a vraiment bien fonctionné. Et encore une fois, on a un décor assez original, plus proche de la SF post-apocalyptique et de la hard SF que de l'univers alien. Moi, je trouve ça plutôt cool de encore changer de décor. On a un changement de décor un peu permanent sur les 3 tomes de manière générale. Voilà du coup mon avis sur le Alien de Philip Kennedy Johnson. Alors au niveau du conseil lecture, je sais vraiment pas quoi vous donner parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de comics que j'apprécie particulièrement. Je peux vous dire d'aller peut-être sur Alien, le feu et la roche parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup apprécié,
Mais malheureusement, de un, les prix de Vestron sont extrêmement chers et surtout, je pense que c'est plus du tout disponible à l'achat en neuf. Je conseillerais peut-être plutôt des livres audio. Il y a toute une série de livres audio sur Amazon Audible qui, pour le coup, sont vraiment bien. J'ai notamment écouté à titre personnel Alien, la sortie des profondeurs, qui est en gros une histoire alien qui se déroule entre le film 1 et le film 2 et qui du coup a des liens avec le fameux tome 2 dont je vous parle. Franchement, ça fonctionne plutôt bien, c'est plutôt une bonne histoire. Les livres audio sont qualitatifs, mais encore une fois, Nel Durion en parle vraiment mieux sur sa chaîne, donc allez voir ses vidéos. Voilà, c'était tout pour moi, c'était Day One et à la prochaine.